Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une véritable énigme cinématographique. Une coproduction franco-allemande de 1961 qui semble avoir plusieurs personnalités. Ah oui, c'est un cas très particulier. Imaginez un film qui en Allemagne s'appelle Zarte Haut in schwarzer Seide, donc peau douce dans de la soie noire, et qui en France change complètement de registre et devient De quoi tu te mêles, Daniela. Le ton n'est déjà plus le même, rien que dans le titre. Exactement. Plusieurs titres, plusieurs montages, plusieurs genres. C'est un vrai caméléon. L'objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer cette curieuse machine pour voir ce qu'elle nous dit sur le cinéma populaire en Europe au début des années 60. Et c'est un cas d'étude passionnant, vraiment, parce que ce n'est pas juste un film. C'est une sorte de carrefour. On y trouve des éléments de films policiers, des bribes de thrillers érotiques, un genre qui est à peine naissant, et même, on va le voir, des airs de parodie de films d'espionnage. C'est un vrai mélange. C'est ça. Et il faut bien préciser que notre discussion, c'est une sorte de travail d'archéologue. On a rassemblé des documents de plusieurs pays, des critiques d'époque, et c'est en les assemblant qu'on peut reconstituer l'histoire de cet objet. Alors pour commencer ce travail d'archéologue, qui est derrière ce projet un peu fou ? On sait que c'est une coproduction tournée entre Munich et Rome. Côté production, on a un attelage assez classique pour l'époque. Pandora et PIP en France, Contact Film en Allemagne. Mais les deux noms qui interpellent vraiment, c'est le réalisateur et le compositeur. Ah oui. À la réalisation, on a Max Péca. Et ce nom, pour beaucoup de cinéphiles français, il est synonyme de cinéma d'exploitation, presque de nanar. Le fameux roi du nanar. C'est assez surprenant de le retrouver là, en 1961. Et pour la musique, j'ai vu un nom encore plus étonnant. Voilà, la musique est signée Charles Aznavour. Quand même. Et là, ça change tout. Avoir Aznavour en 61, c'est un signal très fort. C'est une volonté de s'inscrire dans la culture populaire, presque respectable. On a donc ce duo improbable, le futur pape du cinéma Z et une icône absolue de la chanson française. Ce qui rend le positionnement du film encore plus flou. Et le casting, il nous aide à y voir plus clair. Le casting, lui, il est très clair. Il est bâti autour d'une seule personne. Elke Sommer. Une star montante à l'époque. Exactement. C'est l'un de ses premiers grands rôles. Et les sources allemandes la présentent comme la blonde Verführerin, la séductrice blonde. C'est un film véhicule pour elle. En face, on a Ivan Desny, un habitué des rôles de criminel élégant un peu décadent. Donc en Allemagne, on vend le film sur le duo la jeune innocente face au prédateur raffiné. Ça donne une idée du genre ? Oui, d'ailleurs, le film est classé gangster film, film de gangster. Mais c'est une étiquette un peu trompeuse. L'intrigue s'aventure beaucoup dans le mannequinat, le striptease, la prostitution même. Ah, d'accord. Ce qui lui a valu une critique mais assassine. Le verdict, c'était Ungegenierter Filmschande. On pourrait traduire ça par une série Z sans la moindre honte. Série Z sans complexe avec la musique de Charles Aznavour. Le mystère s'épaissit. Pour qu'on comprenne bien, racontez-nous l'histoire, la version allemande que le public a découverte. Alors, on suit Daniela, jouée par Elke Sommer. C'est l'archétype de ce qu'on appelait le Fräulein Wunder, la jeune Allemande blonde, grande, sculpturale qui rêve de quitter ses petites villes. Le cliché parfait. Un jour, elle reçoit une offre de rêve. Un contrat de mannequin à Rome pour un certain comte Castellani. Le début d'un conte de fées, j'imagine. Sauf que, bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Évidemment. Juste avant de partir, elle lit dans un magazine que la mannequin qu'elle remplace a été retrouvée morte. Premier signal d'alarme. Sa mère la supplie de ne pas y aller. Mais elle y va quand même, persuadée que c'est sa chance. Au début, tout est idyllique. Rome, la jet-set. Castellani est un gentleman. Mais on sent vite que derrière cette façade glamour, quelque chose cloche. Et qu'est-ce qui cloche ? En réalité, son agence de mannequins est une couverture pour un réseau de chantage et de prostitution de luxe. On dirait une sorte de fable un peu réactionnaire, non ? La gentille jeune Allemande qui se fait happer par la grande ville dépravée. C'est exactement ça. Le film est construit comme un conte moral très très appuyé. D'un côté, la sécurité du foyer alvan, avec la maman qui tricote. De l'autre, le danger pécheur de la vie cosmopolite à Rome. C'est une mise en garde. Et il y a d'autres personnages qui gravitent autour d'elle, j'imagine. Oui, deux personnages importants. Karl Bauer, un journaliste allemand un peu bruyant, un peu sans gêne, et Esmeralda, la maîtresse jalouse de Castellani. Qui va probablement mal finir. Forcément. Elle en sait trop, elle est assassinée. Et c'est là qu'on découvre que Karl, le journaliste un peu lourdeau, est en fait un agent d'Interpol. Le piège se referme sur Daniela. Comment est-ce qu'elle bascule ? Castellani resserre son emprise. Il l'isole et la force à participer.
Le point de non-retour, c'est une scène où il l'oblige à faire un numéro de striptease dans un club, en lui faisant porter une perruque fond noir. Et voilà le titre, Peau douce dans de la soie noire. La soie noire, c'est ce déguisement qui symbolise sa chute. C'est le cœur symbolique du film allemand. Le titre n'est pas anodin. Il marque le passage de l'innocence à l'exploitation. La perruque noire, la lingerie, c'est l'uniforme de sa nouvelle condition d'objet. Plus ou moins. Le grand final tourne autour d'un microfilm, un classique de l'époque, qui contient les preuves contre Castellani. Il y a une confrontation, des coups de feu, et le comte est tué. Et Daniela, elle est libérée. C'est là que la morale du film frappe le plus fort. Non, elle ne retourne pas au mannequin. La toute dernière scène la montre tombant dans les bras de Karl, l'agent de police. Le message est clair, elle est sauvée pour être rendue à son rôle de future épouse respectable d'un bon Allemand. C'est le retour à l'ordre le plus conservateur possible. Voilà. D'accord. Donc, en résumé, la version allemande, thriller érotique, moralisateur, avec une fin très tradie. Un produit assez typique. Sauf que ce n'est qu'une partie de l'histoire. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que le film que les spectateurs français découvrent sous le titre « De quoi tu te mêles, Daniela ?» ça n'a quasiment rien à voir. Ce n'est plus un thriller sur du chantage. Attendez, comment ça? Les images sont les mêmes, non? Ils n'ont pas tout retourné? Les images sont les mêmes, mais le doublage, la musique, quelques coupes au montage, tout change. Et la version française transforme le film en parodie de film d'espionnage. C'est pas vrai. Si, le fameux microfilm ne contient plus des preuves de chantage, mais des secrets militaires. Et les personnages qui se le disputent sont des agents de la CIA, du KGB. Mais c'est génial. Du coup, ça change complètement la perception du jeu des acteurs. Ce jeu un peu raide que les critiques allemandes pointaient. Il devient soudain beaucoup plus logique. Dans une parodie, ce jeu un peu détaché, ça fonctionne à merveille. On n'est plus dans le drame, on est dans la caricature des films à la James Bond qui commençaient à cartonner. Et ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres versions. Oui, le film continue de muter. En Italie, il sort sous le titre Daniela Criminal Striptease, on mise tout sur le côté sulfureux. D'accord. Et aux États-Unis, c'est encore autre chose. Il sort bien plus tard, après quelques sommaires, soit devenu une star avec La Panthère Rose. On le rebaptise Daniela at Night. Pourquoi? Juste pour capitaliser sur une très très courte scène où on l'aperçoit seins nus. Du pur marketing opportuniste. C'est incroyable. On a au moins 4 films différents à partir du même matériau. Mais d'où vient l'idée de départ? C'était quoi l'histoire originale? Alors là, accrochez-vous. La source, c'est un roman policier allemand de Walter Eber, publié en 1958 dans un magazine pour jeunes qui s'appelait Bravo. Pardon, bravo. Le magazine pour ados, mais ça n'a rien à voir avec un thriller érotique ou une parodie d'espionnage. Non, absolument rien, sourit. On est dans un polar pour jeunes, très sage. Le roman s'appelait juste Daniela. C'était un whoduniti classique, une star de cinéma est tuée avec une flèche en or, et Daniela, une jeune touriste, découvre le corps. Pas d'espionnage, pas de prostitution, rien. C'est un cas d'école. On part d'un petit polar pour ados et selon le marché, on le transforme en drame moralisateur ou en comédie d'espionnage. C'est une adaptation commerciale fascinante. Ce qui nous remène au réalisateur Max Pécasse, le type qui a orchestré ce grand écart. En France, il a cette image de roi du nanar. Mais les sources que vous avez trouvées disent qu'il était peut-être plus que ça. Oui, sa réputation est surtout basée sur ses films plus tardifs. En 1961, c'est un jeune réalisateur, mais c'est surtout un cinéphile. Il connaît ses classiques. Quand il utilise les clichés du genre, la maison de couture, les mannequins assassinés, il le fait de manière consciente. Ce n'est pas de l'incompétence, c'est un jeu avec les codes. On lui prête même des ambitions assez élevées, des clins d'œil à de très grands noms. Absolument. On peut voir le film comme une sorte de réponse ironique à l'énorme succès allemand de l'année d'avant, Les 1000 lieues du docteur Mabuse de Fritz Lang. Ou même certains y voient un hommage au Notorious Hitchcock que Pécasse adorait. Il y a un autre parallèle fascinant, cette fois avec le cinéma italien et un certain Mario Bava. C'est peut-être la connexion la plus intéressante. Thématiquement, on peut le rapprocher de La fille qui en savait trop de Bava. Mais le lien le plus frappant, c'est avec son chef-d'œuvre « 6 femmes pour l'assassin ». Qui est considéré comme un des actes de naissance du giallo, ce genre de thriller italien très stylisé. Exactement. Et le titre allemand de « 6 femmes pour l'assassin », c'est « Blutige Side », soit sanglante. Le lien avec Peau douce dans de la soie noire est évident. C'est le même univers, la haute couture, les mannequins, le meurtre, les tissus. Et ce n'est pas une coïncidence. La société française PIP, qui produit Daniela, coproduisait aussi des films italiens, y compris ceux de Bava. Les mêmes circuits financiers donc. Voilà. On ne dit pas que Pécasse a inventé le giallo, mais son film est comme un tremblement de terre précurseur. L'ADN est déjà là,
quelques années avant l'explosion du genre. Malgré toutes ces ambitions cachées, est-ce que le film est réussi? Les critiques de l'époque n'étaient pas tendres. C'est là que le bas blesse. Même avec le recul, le film a des faiblesses. Le jeu d'acteur est très rigide. Et puis, il y a la musique d'Aznavour. C'était pourtant un atout sur le papier. Sur le papier, oui. Mais à l'image, beaucoup de critiques trouvent qu'elle est trop présente, trop légère. Elle désamorce souvent l'attention. Une source note même, avec humour, que le film est plus angoissant si on coupe le son. C'est un comble. Et pour les acteurs, ça a été un tremplin? Pour Elke Sommer, clairement. C'est ce qui la lance en Europe, et peu après, elle part à Hollywood. Pour Ivan Desny et les autres, ils deviendront des visages familiers du polar allemand. Mais le film, lui, a été un échec partout. Sauf en France, où la version comédie a dû trouver son public. Alors si on rassemble toutes les pièces de ce puzzle, que nous reste-t-il? Un film qui est un thriller, une parodie, un drame érotique. C'est un objet culturel vraiment unique. C'est ça, c'est un miroir parfait des stratégies de production de l'époque en Europe. On prend une star, un réalisateur malin, et on crée un produit de base qu'on peut ensuite localiser, réemballer, pour le vendre à différents marchés. Et c'est la preuve que la réputation d'un réalisateur comme Pécasse est plus compliquée qu'une simple étiquette. Pour finir, il y a un dernier détail fascinant sur l'auteur du roman original, Walter Ebert. Ce n'était pas un simple auteur pour jeunes. En effet, il a collaboré avec le grand Carol Reed pour le scénario de L'Homme de Berlin, un film qui était vendu comme une sorte de suite spirituelle au chef-d'œuvre de Reed, Le Troisième Homme. On est donc dans la tradition du grand film d'espionnage noir, sérieux de l'après-guerre. Tout à fait. Et ça soulève une dernière question un peu vertigineuse. Qu'est-ce qui serait passé si le film Daniela était resté fidèle à cette origine, à ce monde de la fiction criminelle sérieuse? On peut se demander ce que cette dérive vers l'érotisme de pacotille et la parodie nous dit sur l'évolution des goûts du public européen au début des années 60, qui tournait le dos au drame de l'après-guerre pour se jeter dans l'insouciance. C'est toute une époque qui bascule.